Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence. Nous explorons donc dans ces entretiens les nouveaux territoires de la bioéthique. Pourquoi avoir choisi cette idée d'explorer les nouveaux territoires de la bioéthique? Car ça ne va pas de soi, la bioéthique est instituée, pourrait-on dire, et ceci depuis déjà un certain nombre d'années, puisque la bioéthique est née dans les années 70, en tout cas dans sa forme institutionnelle. Elle a un lieu géographique, les États-Unis, et puis elle a une méthodologie, le principlisme. Suite au rapport Belmont, puis à un ouvrage qui a fait date, celui de Beauchamp et Childress, la bioéthique s'est instituée autour de cette méthode des principes, selon laquelle il faudrait évidemment respecter un certain nombre de principes, l'autonomie, la justice, la bienfaisance, la non-malfaisance, qui serait une sorte de moralité commune dans le chaos des valeurs qui est celui de nos sociétés plurielles, de nos sociétés contemporaines, et que dans le chaos des valeurs de sociétés plurielles, nous aurions besoin de guides, que sont les principes, qui forment cette moralité commune. Les dilemmes éthiques qui se posent dans la pratique, les dilemmes éthiques qui se posent dans les cas concrets, pourraient être résolus en référence à ces principes. La bioéthique s'est organisée méthodologiquement sur ce territoire donc assez restreint, géographiquement, méthodologiquement, et en termes de style, pourrait-on dire, de raisonnement, qui consiste à appliquer à des cas des principes généraux. Alors, bien sûr, on a très rapidement vu les limites de ce style de raisonnement en bioéthique, et on a parfois voulu remettre en avant le cas, précisément, ceci s'est appelé la casuistique, en disant, maintenant, il faut pas trop centrer nos réflexions sur les principes. Il faut d'abord partir du cas et voir ce que donne le cas concret en termes de valeurs et comment on peut résoudre par le cas lui-même et ses acteurs des dilemmes moraux. Et donc nous avons eu finalement le style de raisonnement symétrique à celui du principlisme, la casuistique, qui a consisté à abandonner en quelque sorte la théorie ou les principes au profit des cas. Et puis, si j'avance encore à grands traits, on a bien vu que l'un comme l'autre avait des limites à partir du moment où le territoire qui avait été délimité à l'origine par la bioéthique est trop restreint finalement. L'habit du principlisme, comme celui de la casuistique ou comme celui du style de raisonnement bioéthique lui-même, est un habit trop petit pour les questions qui se posent finalement. Et donc, petit à petit, s'est créé des territoires périphériques à la bioéthique, parfois de façon parallèle, souvent de façon concomitante, en tout cas chronologiquement, comme les éthiques environnementales, les éthiques animales et l'éthique de la recherche. Et la bioéthique, c'est finalement restreint encore un peu plus à une éthique biomédicale, à une éthique parfois voilà, simplement de la médecine ou à une éthique du soin. Alors que précisément, les questions qui se posaient à nous s'élargissaient parallèlement avec notamment le développement très important des sciences et des techniques. Donc nous arrivons à ce moment paradoxal où la bioéthique redevient une préoccupation majeure, une préoccupation politique, elle est depuis un certain nombre d'années, au moment même où il faudrait ouvrir les portes assez largement de ce territoire d'origine qui était géographiquement, méthodologiquement, philosophiquement très restreint. Et voir si la bioéthique ne peut pas être, finalement, ce qu'elle aurait dû peut-être être dès le départ, c'est-à-dire ce lieu générique, ce lieu transversal, où l'éthique peut être ce questionnement sur notre façon d'être, d'exister dans un contexte particulier pour se réapproprier ce contexte dans toutes ses dimensions, et pas simplement dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'animal, de notre rapport aux animaux, dans le domaine du soin, mais de façon finalement transversale. Donc, c'est cette raison précise qui nous a poussé à dire qu'il y a nécessité à inventer, à penser des nouveaux territoires de la bioéthique. Voilà. Un nouveau territoire de la bioéthique qui est aussi un appel à territorialiser la bioéthique, hein, ça c'est important de le dire, territorialiser dans le sens lui donner des lieux, lui donner l'incarner hein, par des pratiques aussi, mais cette idée aussi de territoire dans le sens de géographique. Et là, nous avons identifié un certain nombre de portes à ouvrir, et l'une que l'on voudrait ouvrir ce soir avec nos deux invités et puis avec vous,
c'est celle de la possibilité de penser une bioéthique à un moment où ce que l'on peut appeler le développement des sciences et des techniques, les mutations technoscientifiques, sont telles que la possibilité même d'une bioéthique est à questionner. Sa pertinence, sa possibilité. La question que l'on voudrait poser ce soir, c'est, entre autres, c'est la bioéthique à l'ère dans laquelle, au moment que nous vivons aujourd'hui, est-elle tout simplement possible? Et si elle est, quelle est sa forme? Quelle serait sa forme? Partant du principe que sa forme standard, ce territoire d'origine de la bioéthique ne suffit évidemment pas, n'est plus un cadre adapté, en tout cas plus un cadre suffisant pour penser l'évolution du champ technoscientifique. Donc, ouvrir la porte finalement d'un questionnement sur la possibilité de la bioéthique à l'heure de ce que Bernard Stiegler appelle la disruption technoscientifique, à l'heure aussi où peut-être d'autres, et notamment Muriel, appellent la pluralisation des pratiques scientifiques. Voilà. Comment finalement penser une bioéthique à l'heure où se pluralisent les pratiques et comment reconnaître cette pluralité de pratiques scientifiques et cette reconnaissance peut-elle changer notre façon de penser la bioéthique. Voilà, donc ce cadre-là, dans d'autres séances, nous ouvrirons d'autres portes, celui des territoires non humains de la bioéthique, puisque la bioéthique, dans son territoire standard, était une bioéthique anthropocentrée, centrée sur l'humain. Et donc il y a aussi aujourd'hui, évidemment, à interroger le fait que nous ne sommes pas seuls au monde, et nous sommes en lien avec l'environnement, nous sommes en lien avec les animaux, nous sommes en lien avec nos conditions d'existence, finalement. Et quel est le rôle de la bioéthique dans cette prise en compte d'un lien étroit entre nous et nos conditions d'existence. Et puis nous ouvrirons une autre porte dans une troisième séance sur la globalisation, l'internationalisation de ces questions-là et de la pertinence et légitimité de ce que l'on pourrait appeler une bioéthique française, alors que les problèmes sont globaux, alors que les problèmes sont multi- et pluriculturels, et qu'il y a aussi à interroger la bioéthique dans cette dimension-là. Voilà, pour un peu justifier le titre « Nouveau territoire de la bioéthique ». Après, pour notre séance d'aujourd'hui, nous mettons à l'épreuve cette bioéthique qu'il y aurait peut-être à repenser de ce qu'on appelle les ruptures technoscientifiques, et je demanderai peut-être déjà une approche critique de ce terme-là. Qu'est-ce qu'une rupture technoscientifique? Comment la qualifie-t-on? Pourquoi peut-on dire qu'aujourd'hui il y a rupture plutôt que hier? Qu'est-ce qui change aujourd'hui, qui est particulier dans cette situation, qui nous obligerait à penser différemment la bioéthique, qui nous obligerait à penser différemment nos épistémologies, etc. Bon, ça c'est peut-être une première chose qu'il faut penser. Et si il y a du coup véritablement rupture technoscientifique, saut qualitatif et quantitatif dans notre façon de penser la science et dans ses effets, alors voilà, quel est le rôle de la bioéthique? Quelle est sa fonction? Peut-elle avoir encore prise? Peut-elle se resynchroniser? Parce qu'il y a aussi une question de rythme par rapport à cette évolution disruptive ou très accélérée. Bon, voilà, sur la thématique, on va procéder en deux temps. Je vais donner la parole à nos invités pendant 20 minutes chacun, une intervention liminaire qui leur permettra d'exposer, chacun selon leur perspective qui leur est bien propre, leur avis sur la question et en s'autorisant de prendre appui sur leur pratique. Et puis dans un second temps, je poserai quelques questions et puis je vous passerai la parole. Muriel Monbrigny, à ma droite, est directrice de l'IHEST, l'Institut des hautes études pour les sciences et les techniques. Elle a été directrice de recherche à l'INRA, où elle a eu un certain nombre de responsabilités, notamment la direction d'un centre, INRA, ce qui n'est pas une petite affaire, puisque c'était un gros centre, celui de Juillan-Josas, avec une hétérogénéité de pratiques, une hétérogénéité de disciplines, une hétérogénéité d'êtres humains qui pratiquaient la science, et donc une expérience assez fine de ce qu'est que de diriger, de coordonner la science telle qu'elle se fait aujourd'hui. Voilà, et avec une réflexion très profonde sur les concepts, sur la philosophie qu'il nous faudrait pour penser cette science telle qu'elle se fait aujourd'hui dans son hétérogénéité radicale.
Elle a dirigé un certain nombre de projets, beaucoup de projets de recherche, dont un dont j'ai eu le plaisir de participer sur la question des OGM animaux, poissons. Bernard Stiegler est directeur de l'Institut de recherche et d'innovation au Centre Georges Pompidou, et connu pour ses réflexions philosophiques sur la technique. On peut le décrire comme philosophe de la technique, ayant notamment travaillé sur la pensée de Gilbert Simondon, mais pas seulement, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le connais. On peut connaître Bernard Stiegler de plein de façons, avec plein d'entrées, et travaille aujourd'hui sur la possibilité pour notre civilisation technique, les civilisations techno-scientifiques, d'être un monde commun, et de finalement, non pas une critique radicale de la technique, comme on peut l'entendre parfois, mais une critique du fait que la technique ne produit peut-être plus un monde commun. Et quelles seraient les conditions pour que la technique soit au service du vivre ensemble et du bien commun, et ceci est expérimenté notamment très concrètement, mais le micro peut-être ne marche plus. On en a un autre C'est question de pile. Et ceci est expérimenté au niveau de plein de communes, la communauté de communes sur la Seine-Saint-Denis, sur l'idée d'un territoire contributif, où, mais peut-être que vous en parlerez, donc je ne vais pas m'étendre, mais où précisément ici, on pourrait penser une technique qui soit au service d'un monde commun. Et Bernard Stiegler, ce soir, interrogera l'idée de l'exosomatisation telle qu'elle est aujourd'hui, et de ses effets positifs ou négatifs, et ce qu'il faudrait changer pour que l'exosomatisation que nous produisons en tant qu'être humain soit au service du prendre soin, dans une façon très générale. Voilà, peut-être je vais commencer par vous, Bernard Stiegler, vous donner la parole pour essayer, déjà de nous parler qu'est-ce que l'exosomatisation, parce que peut-être que tout le monde n'a pas lu Bernard Stiegler, et quel est votre avis aussi sur la question que je pose, sur les questions que je pose dans le contexte des États généraux de la bioéthique. Merci.